Beaucoup de parents sur les réseaux sociaux s'inquiètent pour leurs enfants. On parle beaucoup de pédophilie, vous regardez des tas de conneries qui sont bien souvent issues de films, réellement de films, de fiction. Et certains vous font croire que c'est une réalité. On parle beaucoup de l'adrénochrome, on parle beaucoup du mouvement LGBT et de cette volonté de l'ONU d'expliquer aux enfants que l'homosexualité et la transsexualité sont des choses normales. C'est pas réellement le problème. Le problème, c'est les parents. L'éducation que vous donnez à vos enfants, l'attitude que vous avez avec vos enfants est très déterminante de leur avenir et de ce qu'ils vont faire, de leur choix, de ce qu'ils vont faire. Si tu crées une distance avec ton enfant en disant je suis un adulte, tu fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis, tu fais pas ce que je fais, mais tu fais ce que je te dis, l'enfant, il va avoir peur de toi, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas faire une fois que tu auras le dos tourné. Maintenant, c'est avec ton enfant, tu expliques les choses avec sagesse, en se mettant à son niveau d'enfant, parce que n'oublie pas que tu as été toi aussi un enfant. Si tu te mets à son niveau, que tu te bases à son niveau avec sagesse, que tu lui expliques gentiment les choses, eh bien il comprendra beaucoup plus facilement que de dire je t'interdis. Si tu gueules sans arrêt après ton gosse, ou si tu gueules simplement après ton gosse, mais sans arrêt, comme le font beaucoup de parents, qu'est-ce qui va imprimer le gosse? Ok, elle me gueule dessus pour obtenir quelque chose, et donc pour obtenir quelque chose, il va falloir que moi aussi je gueule. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre à gueuler lui aussi, peut-être pas après ses parents, mais après ses collègues, après sa future femme, etc., etc., parce qu'il aura imprimé que pour obtenir quelque chose, il faut gueuler. Ce qui n'est pas du tout vrai. Maintenant, si tu te rabaisses à la hauteur de l'enfant pour lui expliquer, écoute, là tu viens de faire une connerie, et tu lui expliques pourquoi la connerie. Tu lui expliques pourquoi la connerie et pourquoi il ne faut pas la refaire, mais de façon sympathique, de façon gentille, comme on parle à un enfant, de façon ludique. Tu vois, cette connerie, il fallait pas la faire parce que voilà, ça met en danger peut-être la famille, ou tu te mets en danger toi, et j'aurais beaucoup de peine si tu te mets en danger ou s'il venait à t'arriver quelque chose. Est-ce que tu aimerais faire de la peine à papa? Est-ce que tu aimerais faire de la peine à maman? L'enfant, il capte mieux. Il capte mieux, il enregistre que oui, effectivement, son papa et sa maman sont gentils avec lui, et il n'a pas envie de leur faire de la peine. Ce qui est important avec un enfant, c'est d'avoir de la complicité, ouvrir le dialogue. Je t'interdis, c'est quelque chose de complètement stupide. L'enfant va le faire quand même, l'interdit. Même vous, quand il y a quelque chose d'interdit, avouez que c'est quand même palpitant de violer l'interdit dès qu'on en a l'occasion. Si vous avez de la complicité avec votre enfant, la complicité, elle se crée avec de la confiance. Il faut établir un climat de confiance. C'est pas tu fais une connerie, je te mets une tarte. C'est tu fais une connerie, on se met à table, on en discute. Il faut passer du temps avec l'enfant. C'est sûr que s'il rentre de l'école, que vous êtes avachis tous les deux sur le canapé, et que tu lui dis file dans ta chambre, va faire tes devoirs, le gosse il n'aura pas forcément envie parce qu'il n'aura pas l'exemple. Maintenant, si vous êtes des gens studieux en disant bah écoute, pendant que je termine de remplir les factures, vous êtes à table avec un stylo, bah, mets-toi à côté de moi et fais tes devoirs. Là, l'enfant il aura envie de ressembler à ses parents et il aura plus de facilité à faire ses devoirs. C'est l'exemple qui compte. Quant à la pédophilie, alors le risque zéro n'existe pas malheureusement, ça peut arriver à n'importe quel coin de rue. Vos gosses ont 12 ans, ils vont se promener en copain dans un chemin, un des gosses s'isole, il est kidnappé, ça peut arriver. Mais sinon, je vous invite à prendre dès le plus bas âge, hein, dès qu'il commence à avoir un certain âge, prenez un nounours, une poupée, et puis vous expliquez au gosse, tu vois ces parties-là, en haut, en bas, si un adulte te touche là, là et là, tu viens me le dire. S'il te menace de dire je vais te tuer ou je vais tuer ta famille, etc., chose qui est souvent le cas si tu en parles à qui que ce soit, avec papa et maman, tu n'as pas de secret. On doit tout se dire. Donc s'il te dit c'est un secret entre toi et moi, ou s'il te menace qu'il va nous tuer, etc., n'aie pas peur, c'est moi qui vais le tuer. Mais tu me le dis dès qu'il y a un adulte qui te touche là, là et là, tu m'en parles de suite.
L'enfant sera prévenu, il a confiance en ses parents, il dans son confiance, il n'a aucunement l'intention de garder un secret parce qu'il confiera tout à ses parents. Et il y a moins de chances que, bien souvent ça arrive au sein des familles, il y a moins de chances que ça arrive au sein de votre famille déjà ou au sein de l'environnement proche. Les amis qui viennent, qui sont bienveillants, avec qui vous vous entendez bien, qui allez tu me gardes les gosses, ce soir je vais au restaurant, je vais manger avec maman et on va passer une bonne soirée, c'est la Saint-Valentin, est-ce que tu peux me garder mon gosse? Et pendant ce temps, votre ami qui paraissait être de bonne famille, qui avait bonne figure, eh bien, va abuser de votre enfant, il va soit le menacer, soit lui dire écoute, ça s'est passé, c'est entre toi et moi, on n'en parle à personne. Voilà, si vous créez un climat de confiance avec votre enfant et si vous créez une véritable complicité, pour avoir une complicité, que ce soit avec un enfant ou un animal, c'est la même chose. Passer le plus de temps possible avec lui, partager un maximum de jeux, un maximum de temps, un maximum d'activités, lui montrer l'exemple, être toujours dans le dialogue et pas forcément dans les cris et la punition. Votre enfant, ce qui va déterminer son avenir, c'est ce que vous faites de son éducation. Gueuler n'est pas la solution, punir n'est pas forcément la solution, et jamais, si ça doit être fait, jamais dans la chambre. La chambre est un lieu de recueil, un lieu pour méditer, un lieu pour réfléchir, un lieu pour se reposer, un lieu pour jouer, mais c'est pas une prison, c'est pas une cellule de garde à vue, c'est pas dans la chambre qu'on punit un enfant. On l'invite à réfléchir dans sa chambre. Tu as fait une connerie, je t'ai expliqué pourquoi je veux pas que tu la refasses. Je t'invite à réfléchir à ça dans ta chambre, je t'invite à te calmer dans ta chambre et à y réfléchir. Tu reviendras quand tu auras réfléchi. C'est l'enfant qui est libre de rentrer et sortir dans sa chambre une fois qu'il aura réfléchi. Je sais que ça va être dur à visser dans la tête des gens, de certaines personnes qui ont eu une éducation où ils en prenaient plein la gueule, où on leur gueulait dessus, etc. Mais regarde ce que ça a fait de toi. Est-ce que tu as atteint un sommet? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu es capable de réfléchir à ce que je suis en train de te dire? Est-ce qu'une tarte dans la gueule te permettra de mieux réfléchir et de ne plus mettre une fessée ou une tarte dans la gueule de ton enfant? Je pense pas. Je pense pas. Par contre, si on t'explique gentiment, je vous invite même à aller voir des pédopsychiatres qui sauront vous expliquer, voir peut-être des vidéos qui sont spécialisées dans ce domaine. Un enfant, on le frappe pas. Si tu prends une tarte en te disant ça il faut pas le faire, bah, ça va pas marcher. Ça va pas marcher du tout. Tu auras la haine, tu auras peut-être peur si tu sais pas te défendre, mais ça va pas régler le problème et ça va pas t'inviter à comprendre. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie plusieurs éducations. J'ai eu une maman qui... Mes parents m'ont eu un petit peu trop jeune, ils avaient 20 ans tous les deux, une maman qui avait la malaise, qui avait tendance à me foutre sur la gueule. Mais je lui en veux pas parce que c'est une maman formidable. Mais de l'autre côté, elle aurait pas dû. Mais voilà, elle pouvait pas tout faire, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Et le parent parfait n'existe pas. Mais on se doit de se dépasser et d'être le plus parfait possible pour nos enfants. Nous devons être l'exemple, nous devons nous surpasser. Elle perdait le contrôle. J'ai eu un père mafieux qui était extrêmement dur. Le simple fait qu'il hausse la voix, il m'interdisait les choses sans m'expliquer, mais le simple fait qu'il hausse la voix, j'avais peur et donc je ne faisais pas devant lui. Je ne reproduisais pas les conneries, mais dès qu'il m'interdisait quelque chose, je m'empressais d'aller le faire derrière son dos. J'ai eu un grand-oncle qui avait le charisme un petit peu de Mitterrand, pour vous situer un petit peu le personnage. Un charisme d'homme politique, qui faisait de la politique. C'était un homme qui faisait l'ISF, qui avait un train de vie très correct, une très bonne éducation. Il vivait dans un très bel appartement avec la vue sur toute la Canebière, un appartement napoléonien. Rien que l'accueil, ça représente un appartement aujourd'hui pour une petite famille. Rien que le hall d'entrée, en fait, qui devait faire 40 mètres carrés, quelque chose comme ça, rien que le hall, avec des plafonds à 4 mètres de haut, un très bel appartement. Il avait été décoré de la Légion d'honneur, un grand monsieur qui m'expliquait les choses de façon très sage, en me disant écoute Lionel, tu es jeune, fais toutes les conneries que tu veux, plus tard tu ne pourras pas les faire parce que la police te rattrapera et la justice te rattrapera, mais jeune tu as le droit de faire toutes les conneries que tu veux, mais ne manque jamais de respect à ceux qui t'aiment. Ne trahis jamais les gens qui t'aiment. Et puis j'avais un grand-père qui était un petit peu, pour ceux de ma génération qui s'en souviennent, le Jacques Martin de l'école des femmes. Il voulait pas que je l'appelle Pépé. Pour lui, j'étais son ami.
Et donc je l'appelais Charlie ou Martin, son nom de famille c'était Martin. Et lui s'intéressait à moi et m'occupait en permanence. Donc une complicité s'est réellement créée entre lui et moi. Quand je faisais une connerie, il m'expliquait gentiment pourquoi il voulait pas que je refasse la connerie, pourquoi j'avais fait une connerie, qu'est-ce que c'était la connerie, pourquoi il voulait pas que je la refasse, parce que je me mettais en danger, parce que c'était pas bien de la faire, etc., etc. Et puis il me disait, si tu la recommences, ou s'il voyait que j'allais faire une connerie, si tu fais cette connerie, je t'avertis, t'es plus mon copain. J'aurais préféré qu'il me mette une tarte, qu'il m'arrache les deux bras, qu'il m'arrache le cœur à vif, plutôt que de ne plus être le copain de Charlie. Pour moi, ça aurait été une véritable punition, je ne voulais pas le décevoir. Et donc, même derrière son dos, eh bien, je faisais jamais la connerie, parce que je pensais toujours à être à l'image de Charlie, qui était un homme très élégant, directeur de cabaret. Et donc, je voulais être à son image, je me plaisais à m'habiller avec des belles chemises, avec des pantalons très classiques, des costumes, des cravates, il m'apprenait à faire le nœud de cravate, etc. Je voulais réellement ressembler à Charlie. Et donc cette complicité faisait que je ne faisais pas de conneries. Mon père qui était mafieux m'avait pointé du doigt en me disant j'aurais 3 raisons de te tuer. 1, que tu fumes, 2, que tu te drogues, 3, que tu sois pédé. Un jour il m'a répété la chose, j'ai fait un sourire en coin. Pédé je ne suis pas, mais en revanche je me suis mis à fumer rien que pour le provoquer, rien que pour faire derrière son dos, et je me suis mis à fumer des pétards. Donc la deuxième fois où il me l'a dit, j'avais un grand sourire en disant bah, vas-y, tue-moi maintenant. Vous savez, les adolescents comme ils sont cons, être un petit peu effronté, provocateur. Et bien voilà, j'y ai fait comme ça. Il m'a regardé d'un drôle d'air et puis je pense que dans sa tête il s'est remis en question. Alors, je dis non, je vais peut-être pas le tuer, c'est mon fils, je l'aime quand même. Mais voilà, l'interdiction ne m'a pas empêché de le faire. Si vous dites à votre fils je veux pas qu'il soit pédé, c'est lui qui choisira sa sexualité. Ma mère, elle me disait, m'a toujours dit, et j'étais extrêmement complice avec ma mère, en étant adolescent, elle pouvait plus me foutre sur la gueule, donc elle n'avait pas le choix, mais elle était extrêmement complice avec moi et avec toutes mes cousines, on se confiait à elle sur notre sexualité, sur pas mal de choses, sur nos doutes, sur nos craintes d'adolescents. Ma mère m'a toujours dit, quoi que tu sois dans la vie, peu importe tes choix, je t'aimerai toujours, tu es mon fils. Et je pense que si j'avais eu à être homosexuel, les homosexuels sont rejetés de la société. Je pense que la seule personne à qui j'en aurais parlé, ça aurait été à ma mère, parce qu'elle m'avait dit, quels que soient tes choix, et je pense que ça fait du bien. Si à ces gens-là, j'en connais beaucoup, hein, ça fait du bien à ces gens-là de pouvoir en parler au moins à quelqu'un, de pouvoir se confier. Des gens compréhensifs qui ne vont pas juger, qui vont juste écouter, comprendre et rassurer. Donc si je l'avais été, je pense que la seule personne à qui j'en aurais parlé, ça aurait été ma mère. Martin, Charlie, j'aurais pas voulu le décevoir, je voulais être un homme comme lui, donc si je l'avais été, j'aurais pas voulu le décevoir. La seule personne à qui j'en aurais parlé, ça aurait été ma mère. Mon père, j'aurais peut-être dit pour lui dire vas-y flingue-moi maintenant, mais c'était pas les bonnes solutions. Ma mère, quand elle me mettait sur la gueule quand j'étais petit, je me plaisais à faire 2 fois plus de conneries jusqu'à mes 12 ans ou à 11 ans, la dernière fois où elle m'a mis une gifle, l'autre, j'ai fait comme les chrétiens, j'ai tendu l'autre joue histoire de dire vas-y fais-toi plaisir, tu me touches plus. Je vous invite à vous faire aider s'il le faut, mais je peux vous assurer que le problème c'est pas le LGBT, le problème c'est pas les attentions de l'ONU et ce qu'ils montrent à l'école, le problème c'est réellement vous, c'est les parents. Votre enfant dépend que de l'éducation que vous lui apportez, de la complicité que vous pouvez avoir avec lui. Alors je sais que c'est compliqué pour certains parents, vous rentrez, vous êtes fatigué du boulot, vous avez besoin de vous détendre un petit peu, certains bonhommes vont prendre, ils se disent adultes, mais vont jouer à la PlayStation dès qu'ils rentrent du boulot toute la soirée. Bon, les gosses font un peu trop de bruit, c'est descends en bas de l'immeuble voir tes copains, ou alors va jouer à la PlayStation, va jouer avec ton écran tactile dans ta chambre, fais pas chier. C'est pas comme ça qu'on s'occupe d'un enfant. Tu les as fait les enfants, tu les as voulus, si tu les as fait venir au monde, ils ne t'appartiennent pas, ce ne sont pas tes enfants. Tu es leurs parents, tu es leur papa ou leur maman, c'est toi qui as choisi de les faire venir, il faut que tu assumes.
Nos enfants ne nous appartiennent pas, ils s'appartiennent qu'à eux-mêmes. Chaque être humain s'appartient qu'à soi-même. Par contre, dès lors que tu décides d'être parent, tu appartiens à ton enfant et à vie. Et c'est toi, c'est ton devoir d'assumer ton enfant toute ta vie. On fait pas des enfants comme ça à la légère en disant je vais toucher les allocs parce que voilà j'aime mon mec donc je vais faire un gosse. On fait un enfant quand on décide de faire un enfant, on l'aime avant de le concevoir. C'est, je vais penser à son avenir, je vais penser à sa santé, à son éducation, etc. On se remet en question. Quand j'ai décidé de faire un enfant, j'avais une stabilité professionnelle qui faisait que financièrement, je me disais, je peux me permettre. Maintenant, je suis prêt. J'avais 40 ans, j'avais une entreprise. Maintenant, je suis prêt. Je savais pas ce qu'allait me réserver l'avenir. L'avenir est toujours un petit peu tordu, donc il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais maintenant, je suis prêt. Quand la mère de mon fils m'a annoncé qu'elle était enceinte, je me suis mis à lire des tas de bouquins sur l'enfance parce que j'étais extrêmement inquiet de ne pas être un bon père. À partir de là, j'ai compris que quelque part, ça y est, je devenais papa. Et j'avais cette volonté de ne pas faire d'erreur. Alors, le parent merveilleux n'existe pas. On fait tous des erreurs. L'idée, c'est d'en faire le moins possible, de réfléchir à tous nos actes et surtout de se dire quand j'étais enfant, qu'est-ce que j'aurais aimé, qu'est-ce que j'aurais pas aimé, qu'est-ce que j'aurais aimé. Le reste, c'est l'éducation, la complicité. Invitez votre gosse non pas à partager vos activités, ça peut le faire si vous voyez que votre enfant s'intéresse à vos activités, s'il a envie de les faire. Là aussi, il faut montrer l'exemple. Je connais un papa qui est un VTTiste, un athlète de haut niveau qui est VTTiste. Le gosse est passionné par le père et il veut faire du VTT comme son père. Et aujourd'hui, vous voyez le gamin qui monte des côtes comme ça derrière son père, à fond les ballons. Moi, il m'essouffle rien que de les voir grimper. C'est juste pas possible de grimper sans moteur une côte comme ça. Mais eux, ils le font. Et le gamin, c'est un acharné, il a envie d'être au niveau de son père. Dans ces cas-là, c'est merveilleux la complicité. Mais si votre enfant, il n'a pas envie, ne le forcez pas, vous allez le dégoûter. On amène gentiment les enfants à des choses. Et si vous voyez qu'ils adhèrent pas, il faut pas insister. C'est la stupidité de l'éducation nationale, ça, hein. On va forcer les enfants à apprendre des choses qu'ils n'ont pas envie. Et au bout d'un moment, on va les déscolariser en disant ben, t'es pas bon à l'école. Je pense que c'est une grande stupidité. Je pense qu'on ne devrait pas redoubler les classes, on devrait redoubler les matières. Il y a des enfants qui sont excellents en maths, mais ils sont pas bons en français et en histoire géo. Donc ils échouent, ils perdent une année scolaire, ils redoublent une deuxième année scolaire et au bout d'un moment on leur dit va faire un métier. Le mec, ça se trouve, c'était un génie à la hauteur de Albert Einstein, il aurait pu être informaticien, ingénieur, etc. Et parce que il fait des fautes d'orthographe, qu'il ne sait pas faire une rédaction, eh bien on va le sanctionner et lui supprimer peut-être sa vocation, ce qui est complètement stupide. D'autres enfants sont excellents en dessin, ils sont peut-être pas bons dans les autres matières, ils pourraient peut-être accéder aux beaux-arts. On va lui dire, bah, écoute, tu vas passer un CAP, tu vas faire coiffeur ou boucher, t'es nul à l'école. Et on le flingue en même temps. Il rentre à la maison, il s'est fait flinguer par les professeurs qui lui disent t'es mauvais. À la maison, les parents vont dire ah ouais t'es mauvais, mais dans ce cas-là on va te faire un métier, t'es nul, allez pas dans ta chambre, t'es puni. Le gosse il a envie de se flinguer. Si plutôt que ça, les parents, quand ils voient rentrer le gosse déjà dépité, ouais j'ai encore une mauvaise note, le prof il m'a dit que je redoublais encore, ça serait peut-être mieux que je quitte l'école. Viens pose-toi, on va en discuter. C'est pas grave, t'inquiète pas, on va en discuter. Toi qu'est-ce que tu aimerais faire? Et on rentre dans le dialogue, l'enfant est rassuré, il se sent protégé. Et il a envie, il va peut-être vous exprimer ce qu'il veut faire. Et c'est là le truc, c'est que peut-être qu'on passe à côté d'une vocation et le gosse, vous allez flinguer son existence réellement. Et l'éducation, il participe, mais grandiosement. J'ai vu je me souviens dans pas mal de choses que j'ai faites, j'ai vu même à l'école, hein, des gars qui étaient hyper doués dans certaines matières et on leur a dit t'es pas bon, t'as pas la moyenne générale, tu passes pas. Arrête, va faire un métier. Ils ont fait un métier, alors au début on peut se passionner, et puis au bout de quelques années, eh bien t'en as ras le bol du métier, tu sais plus quoi faire, on a flingué ta vie, t'es passé à côté de quelque chose. Et peut-être que tu aurais été un génie dans ton domaine, dans celui que tu excellais quand tu étais à l'école. C'est pareil pour la sexualité, hein. Vous dites à votre gosse, ouais non je veux pas que tu sois pédé, être pédé c'est pas bien, etc. Le gosse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fermer. À 18 ans, pour te faire plaisir, il va fréquenter les filles.
Et puis à 20, 25 ans, 30 ans, eh bien j'en ai connu des mecs comme ça réellement. Eh bien il va se marier, il va faire des gosses. Et puis à 40 ans, il va faire des gosses, il va se marier, mais il va faire ça pour faire plaisir à la famille, pour paraître à la hauteur de la famille. Je suis hétéro, je fais des gosses, j'ai une femme. Mais il va souffrir toute sa vie de son homosexualité qu'il ne révélera à personne. Et à 40-45 ans, je vous promets que j'en ai connu beaucoup des comme ça, à 40-45 ans, soit ils changent de sexe, soit ils quittent leur femme, leur gosse, et puis ils vont vivre avec un mec. Ils sont passés à côté de leur vie toute leur vie, ils en ont souffert toute leur vie, et au bout d'un moment ils se libèrent. Merde, maintenant j'arrive presque à la moitié de ma vie, je vais vivre pour moi, je vais me faire plaisir moi, j'en ai ras-le-bol de la famille, j'en ai rien à foutre de la famille, je vais vivre pour moi. Et ils ont raison, mais ils ont gâché une grande partie de leur vie. Soyez simplement à l'écoute de vos enfants, soyez complices avec eux. Tu aimes les hommes, j'y peux rien, c'est ton choix. Je vous rappelle juste que l'homosexualité, c'est toujours pratiqué depuis la nuit des temps, elle n'existe pas depuis les Macrons, hein. Elle a toujours existé sous l'Empire grec, romain, etc., etc. Et il y a 180 espèces d'animaux sauvages qui pratiquent l'homosexualité. C'est quelque chose de naturel. Notre société veut qu'on flingue la chose, mais c'est pas quelque chose de dramatique. D'un autre côté, c'est très écologique, comme ça, il y a moins de gosses. Je ne suis pas du tout pour le GPA, mais voilà, un couple homosexuel, homme ou femme, ne peut pas faire d'enfant. Et dans ce cas-là, bien écoutez, ça dépeuple un petit peu cette planète. Donc pour le bien de l'humanité, à la limite, allez tous vous faire enculer. Mais il ne faut pas interdire à l'enfant, il faut lui laisser les portes ouvertes. Il y a certaines choses, vous pouvez le conseiller. J'ai plusieurs cas que je peux vous citer qui ont été des grands indicateurs qui m'ont permis d'évoluer dans ma vie. La première chose, c'est j'ai eu une belle fille qui voulait être tatoueuse. C'était la grande mode du tatouage, tout le monde se faisait tatouer. Mais j'ai dit c'est qu'une vague de mode, dans pas longtemps ça s'arrête. Et aujourd'hui, les tatoueurs, il y en a beaucoup qui ont fermé. Seuls les plus talentueux, les meilleurs sont restés. Mais plus personne ne se fait tatouer aujourd'hui, c'est passé de mode. Et donc quelque part, j'estime que j'en ai pu rediscuter avec elle parce qu'il y a longtemps que je la vois plus, mais je pense qu'elle a grandi depuis, je pense qu'elle est contente du conseil que j'ai donné, mais en aucun cas, moi j'étais que le beau-père, j'ai dit, ton papa et ta maman pour t'éduquer, moi je suis que le beau-père, je suis une pièce rajoutée, je peux te donner mon avis, mais je t'interdis pas, tu fais ce que tu veux. Je pense qu'aujourd'hui elle peut être contente du conseil que j'y ai donné. Concernant la complicité, j'ai eu... j'avais une nana qui avait son neveu, qui était élevé comme un petit gitan. Il mangeait avec les mains dans l'assiette. Il avait une particularité, c'est qu'il avait très peur du noir, de l'obscurité. Moi j'habitais en montagne. Un jour ils viennent passer leurs vacances au ski. Et le soir venu, il m'avait dit qu'il avait peur du noir, sa mère me l'avait dit aussi. Le soir venu, je lui ai dit écoute viens avec moi, on va aller promener le chien, on va faire un tour. Il me tenait par la main, il me lâchait pas, on était dans un chemin de forêt, il faisait vraiment très noir. Il me tenait la main et moi je discutais avec lui. J'ai pas arrêté de parler avec lui. Et au bout d'un moment, on marchait tous les deux côte à côte, il me tenait la main. Au bout d'un moment, j'ai lâché la main. Et je continuais à lui parler. Il s'est pas rendu compte qu'il m'avait lâché la main. Il y a une situation de confiance qui s'est installée. Il m'a lâché la main, il s'en est pas rendu compte. J'ai continué à marcher avec lui. Et au bout d'un moment, j'ai dit, il s'appelait Loïc. J'ai dit Loïc, tu te rends compte que depuis tout à l'heure, tu marches à côté de moi comme un homme. Je suis très fier de toi et tu me tiens plus la main. Il a failli me retendre la main, puis il dit ouais, mais c'est vrai, j'ai plus peur du noir. Et du coup, le soir, les soirs suivants, pendant la semaine, il allait sortir seul le chien dehors. Et il y allait seul dans le noir. Et il était très fier de le faire. Il rentrait, il me disait, tu vois, tonton, j'ai promené le chien tout seul, hein, j'ai plus peur du noir. Et puis il mangeait dans l'assiette, mais moi, à table, j'ai besoin, je peux pas manger avec des gens qui savent pas manger, ou les gens qui mangent avec les doigts, etc. J'ai du mal. J'ai expliqué gentiment les choses, on joue ensemble, j'ai expliqué gentiment les choses, et puis j'ai dit, viens, je te montre comment on se sert d'un couteau et d'une fourchette. Et j'ai montré, et puis au bout d'un moment, il a vu que ça marchait, il était très fier de ça. Et tu vois, tonton, j'y arrive, hein, j'y arrive, et je suis très fier de toi, Loïc. Et il était super heureux d'apprendre à se servir de ces deux outils. Mais ça a été du temps passé avec lui. J'ai eu une compagne, il y a de ça quelques temps, pas si longtemps que ça, mais il y a de ça quelques temps.
Son gamin, elle le contrôlait plus. Elle le contrôlait plus, il rentrait dans l'adolescence, et c'était lui l'homme de la maison, c'est lui qui avait pris le dessus. Et j'ai dit, écoute, si tu continues comme ça, dans pas longtemps, il va avoir 14 ans, il te prend la carte bleue, il t'enferme chez toi, il te dit, maman, va te coucher, il te prend la carte bleue, il sort tous les soirs. Il sort tous les soirs avec ta carte bleue, il invitera les filles, etc. Il fait ce qu'il veut, il fera sa vie, et puis ça deviendra un délinquant. Il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus d'autorité parentale, il n'y avait plus rien. Et je me suis dit, je dois l'aider, cette femme. L'idée, j'étais ni le beau-père, ni j'étais une pièce rajoutée, juste comme ça. Il me voyait souvent chez lui. Il n'y avait rien d'officiel. Je me suis dit, il faut que je vienne en aide à ma copine. Un soir, pendant qu'il dormait, j'y ai piqué sa PlayStation. J'ai passé toute la nuit à m'entraîner, je supporte pas ces jeux. Hein, moi, ça m'a... J'ai passé toute la nuit à m'entraîner à jouer avec ces jeux, à manipuler la manette, à voir les commandes, comment ça fonctionnait, et à essayer d'être un petit peu performant. Le lendemain, viens avec moi, on va jouer à la PlayStation. Ouais, tu sais pas jouer. Je dis, tu vas voir, on va jouer à la PlayStation. Premier match, il gagne. Deuxième match, je le gagne. Je l'engraine un petit peu, et puis je deviens son pote. Je joue avec lui, je deviens son pote. Après, on joue un petit peu à la bagarre, je lui apprends un petit peu à se défendre, je lui apprends ce que moi j'ai pu apprendre. Et on devient pote, on devient réellement pote. À partir de là, une complicité s'installe. Des fois, je m'amusais devant la maman quand on était à table, à faire des grimaces à la maman quand elle engueulait, par exemple. Et lui, il reproduisait la même chose. On s'éclatait tous les deux, on rigolait. Mais je disais, oui, mais il faut quand même écouter ta maman. Hein. On rigole tous les deux. Et puis un soir, sa maman l'interpelle. Va te brosser les dents. Il est en train de jouer au ballon dans le couloir. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Au bout d'un moment, j'ai juste fait la grosse voix. Viens voir, s'il te plaît. Ta maman t'a demandé 10 fois d'aller te brosser les dents. C'est 9 fois de trop. Oui, je vais me brosser les dents de suite. Il était choqué parce que j'étais son ami, j'étais son complice, on participait, on faisait, je lui apprenais même à faire des conneries, mais des conneries sages. Hein, ni à se mettre en danger, ni à casser quelque chose, ni à manquer de respect à sa mère, etc. etc. J'ai expliqué gentiment qu'il fallait respecter sa maman, ne pas lui faire de la peine, ne pas la faire pleurer, ne pas l'énerver. Mais j'expliquais gentiment. Je disais, écoute, si tu le fais, on va plus être copains. Moi, j'aime beaucoup ta maman et si tu fais du mal à ta maman, on va plus être copains. Ça va pas être possible. Il faut que tu sois de mon côté. Et de mon côté, c'est aimer et respecter ta maman. Et il se mettait de plus en plus à le faire. Là, il a été choqué parce que du copain, je suis redevenu l'adulte avec la grosse voix, à dire, viens voir ici. C'est 9 fois de trop. J'ai pas eu besoin de gueuler, j'ai pas eu besoin de me lever, de m'imposer en tant qu'adulte. Je suis resté son copain, mais quelque part je l'ai scotché un petit peu. Et là ça a se matché. Il a été de suite dans la salle de bain, il s'est brossé les dents, il a été dans sa chambre, il a été se coucher. Et il a plus jamais recommencé à faire répéter sa mère 10 fois. Il y a une façon de parler aux enfants, et c'est ce que vous faites vous avec vos enfants qui est très déterminant. C'est ni le groupe LGBT, c'est ni l'influence qu'il peut avoir à l'école à mal parler. Je suis né dans les quartiers nord de Marseille, mes parents m'ont offert une très belle éducation. Jusqu'à 18 ans, j'ai jamais prononcé un mot vulgaire de ma bouche. Jamais. À 18 ans, j'allais, juste avant mon mariage, en traversant la route, un taxi a failli nous écraser, moi et celle qui allait devenir ma femme. J'ai poussé ma femme en arrière pour la protéger, je l'ai fait remonter sur le trottoir. J'ai évité le taxi qui nous fonçait dessus et j'ai crié la corne de tes os. Elle m'a regardé, mais qu'est-ce que tu viens de dire? C'est la première fois qu'elle entendait une vulgarité de ma bouche, et encore c'était une petite vulgarité marseillaise. Elle a été surprise parce que je ne prononçais aucune vulgarité. Ça s'est un petit peu détérioré par la suite en devenant adulte, parce que des fois on cède à la facilité, c'est pas une bonne chose. Mais si tu es vulgaire devant ton enfant, il est clair et certain qu'il sera vulgaire lui aussi. Maintenant, si tu t'efforces d'exprimer aucune vulgarité, il voudra te ressembler, et dans ces cas-là, il aura un langage correct. Quel que soit l'environnement dans lequel il évolue. Moi, dans les cités, quand j'étais enfant, j'entendais « nique ta mère », là, quand t'es mort, j'entendais ta vulgarité, ta mère la pute, etc. etc. Je parlais pas comme ça.
c'est l'éducation qui faisait que je ne parlais pas comme ça. Je répondais autrement. Je les traitais de fœtus d'éprouvettes mal lavées. C'est tout aussi violent, même plus violent. C'est déjà surprenant. Qu'est-ce que tu viens de dire là? et donc l'éducation de mes parents faisait que j'avais envie de leur ressembler, que j'avais pas envie de les trahir, que j'avais envie d'être à la hauteur. C'est vous qui êtes responsable de ce que va devenir votre enfant. Pour ce qui est de sa sexualité, par contre, ça ne vous regarde pas. C'est à lui de choisir, il fera ce qu'il a envie de faire au moment où il le fera. Je vous souhaite une bonne soirée, j'espère que ça vous fera réfléchir. Salut les amis.